Bien, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir d'abord comme ancien coprésident du Mouvement Européen Paris. Je salue Jean-Claude Oudouin qui est dans la salle, secrétaire général toujours du Mouvement Européen France, et surtout comme président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui est propriétaire de ce lieu. Alors de ce lieu qui a été créé, l'association en tout cas, Société d'encouragement, a été créée il y a 220 ans par Bonaparte. Bonaparte, qui était premier consul, s'est dit à un moment donné qu'il fallait un lieu pour encourager l'industrie et l'innovation. Et en cette année où on célèbre les 200 ans de la mort de Napoléon, ça me semblait totalement emblématique de faire ici à la fois une conférence sur Napoléon et l'Europe. Ce que je peux dire en tant que président de la Société d'encouragement, c'est que on a sorti un bulletin de l'innovation dès 1801 pour que l'innovation se diffuse dans toute l'Europe. Vous savez, la recherche, l'université est souvent en avance sur les citoyens. Dans l'immeuble, il y a 50 000 ouvrages qui sont des ouvrages qui viennent d'Angleterre, des États-Unis, de Russie, des Pays-Bas, de sociétés savantes, parce que Internet n'existait pas, et pour que l'innovation diffuse, il fallait bien qu'il y ait du papier. Voilà. Et on s'échangeait les papiers pour que l'innovation se diffuse dans le monde entier. Donc Bonaparte, de ce point de vue-là, a participé à ce mouvement, et je remercie vraiment le Mouvement Européen Paris et son président d'avoir cité cette conférence, et merci à vous. Je ne vais pas être trop long, Monsieur le ministre plénipotentiaire, c'est ça, des Pays-Bas, je suis ravi également que vous soyez là. Et je te passe la parole, cher Eric. Merci. Et très bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Donc les célébrations du 2e centenaire de la mort de Napoléon ont été, comme vous le savez, diverses et variées tout au long de cette année, avec des polémiques parfois infantiles, malheureusement, et aussi de très très belles cérémonies. Nous allons traiter ce soir d'un thème peu évoqué dans cette année Napoléon, qui est le thème de Napoléon l'Européen, ce qui va peut-être hérisser certains de ceux dont je parlais précédemment. En préambule de cette conférence du professeur Jacques-Olivier Boudon, que nous accueillons en ces lieux chargés d'histoire avec un très grand plaisir, je vais vous demander de jouer avec nous à un petit quiz, à un petit jeu, et de tenter de répondre à 4 questions en rapport avec le thème de la conférence de ce soir. Alors je vais commencer avec la première question, qui est sans doute la plus facile. Qui a osé déclamer en public l'incroyable proclamation dont vous allez entendre quelques passages et que beaucoup d'Italiens connaissent par cœur dès le collège? Italiens, l'heure est venue où doivent s'accomplir les grandes destinées de l'Italie. La Providence vous appelle enfin à être une nation indépendante. Des Alpes au détroit de Sicile, qu'un seul cri s'élève, indépendance de l'Italie. Et à quel titre des peuples étrangers prétendent-ils vous enlever cette indépendance, premier droit et premier bien de toute nation?
J'en appelle à vous, braves et infortunés Italiens de Milan, de Bologne, de Turin, de Brescia, de Modène, de Reggio et de tant d'autres villes célèbres et opprimées. Que de victimes d'extorsion, d'humiliation inouïe italiens. Pour réparer tant de maux, unissez-vous d'une étroite union à un gouvernement de votre choix. Qu'une représentation vraiment nationale, qu'une constitution digne de ce siècle et de vous garantisse votre liberté, votre prospérité intérieure, aussitôt que par votre courage, vous aurez assuré votre indépendance. J'appelle autour de moi tous les braves pour combattre. J'appelle également tous ceux qui ont profondément médité sur les intérêts de leur patrie afin de préparer et de régler la Constitution et les lois qui doivent régir l'Italie heureuse, l'Italie indépendante. Alors, vous savez qui a dit ça? Qui a proclamé ça? Je vais vous aider un peu. Qui sait? Qui pense savoir? Elle a été prononcée à Rimini en 1815 par le roi de Naples pour quelques jours encore, mais oui, par Joachim Murat, beau-frère de Napoléon qui allait perdre son trône et la vie sous les balles d'un peloton d'exécution quelques semaines après. Vous ne pensez pas que c'est mieux que Italia Faradacé? Je pense que c'est aussi bien. La deuxième question. Le chapitre des mémoires de Goethe concernant son entrevue avec Napoléon, dont nous allons lire quelques lignes, est-il apocryphe, selon vous? L'empereur porta ensuite la conversation sur Werther, qu'il devait avoir étudié à fond. Après plusieurs observations tout à fait justes, il me signala un certain endroit et me dit « Pourquoi avez-vous fait cela? Ce n'est pas naturel. » Et il développa sa thèse longuement et avec une parfaite justesse. Je l'écoutais, le visage serein, et je répondis avec un sourire de satisfaction que j'ignorais si jamais personne m'avait fait le même reproche, mais que je le trouvais parfaitement fondé. Et je convins qu'on pouvait reprocher à cet endroit un défaut de vérité. Mais, ajoutai-je, le poète est peut-être excusable de recourir à un artifice qui n'est pas facile à découvrir pour produire certains effets auxquels il ne serait pas arrivé par une voie simple et naturelle. L'empereur parut être de mon avis. Il revint au drame et fit des réflexions d'un grand sens, en homme qui avait observé avec beaucoup d'attention, comme un juge criminel, la scène tragique, et qui avait profondément senti que le théâtre français s'était éloigné de la nature et de la vérité. Le 14, je reçois la croix de la Légion d'honneur. Le chapitre des mémoires de Goethe, concernant son entrevue avec Napoléon, n'est pas apocryphe du tout. Talleyrand y était, avec Savary et Daru. Ils en ont témoigné. La rencontre date de 1808 à Erfurt. Napoléon aimait effectivement Werther, qu'il emporta avec lui en Égypte. Goethe était si fier de cette Légion d'honneur qu'il dira peu avant sa mort qu'elle était l'une de ses plus belles récompenses. Troisième question, plus sportive. Pourquoi les Polonais pensent-ils à Napoléon à chaque match de leur équipe nationale? Le savez-vous? Jan Henryk Dąbrowski crée les premières unités de Polonais en 1796 pour se battre aux côtés des Français contre l'Autriche.
et participe à la prise de Rome en 1798. C'est lors de cette campagne qu'a été écrite la Mazurka de Dąbrowski, intitulée à l'époque « Chant des légions polonaises en Italie ». Elle est devenue l'hymne polonais en 1927. Preuve du soutien quasi indéfectible des Polonais à Napoléon, les paroles de la Mazurka évoquent celui qui deviendra empereur quelques années après. Bonaparte nous a donné l'exemple comment nous devons vaincre. Quand en 1807, Napoléon obtient lors des négociations de Tilsit la création du duché de Varsovie, les espoirs d'indépendance renaissent. Ce sont plus de 100 000 Polonais, sous les ordres du ministre de la Guerre et généralissime Józef Poniatowski, qui s'engagent dans la Grande Armée, 1/6 des effectifs, pour envahir la Russie en 1812. Voilà, vous avez votre réponse. L'hymne polonais mentionne Bonaparte. D'où vient la reconnaissance de nos amis hollandais pour les institutions laissées par le court règne de Louis-Napoléon, frère de Napoléon, roi de Hollande jusqu'à sa disgrâce et l'annexion, malheureusement. Lui qui fut le père de Napoléon III. Pour vous aider à répondre, nous avons demandé à monsieur le ministre plénipotentiaire auprès de l'ambassade des Pays-Bas, l'historien Robert Jan Sigert, de vous donner quelques brefs indices. Merci. Oui. Merci beaucoup. Professeur Boudon, honorables invités, mesdames et messieurs. Et avant de commencer, un mot de remerciement à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale pour leur hospitalité ce soir et à vous, évidemment, le mouvement européen de France, mouvement qui œuvre depuis 70 ans pour promouvoir le débat sur la coopération européenne. Et ce débat aiguise l'esprit et revêt également d'une grande importance dans l'Union européenne, non seulement pour mieux se connaître, mais aussi pour déterminer notre place en Europe. Et c'est un très grand plaisir et honneur d'être ici ce soir, en présentiel. C'est également la raison pour laquelle c'est plus qu'une horreur pour un Néerlandais de dire quelques mots pendant l'année Napoléon. Napoléon a laissé une trace ineffaçable dans l'histoire française et donc européenne. Et aujourd'hui encore, il parle à notre imagination. Et je voudrais vous parler brièvement de l'impact de cette période sur les Pays-Bas. Son frère, Louis-Napoléon, a été le roi de Hollande pendant une période de 4 ans. Et cela peut vous sembler court, mais cela a eu un grand impact sur l'État tel qu'il est aujourd'hui. Il s'agit d'un moment charnière dans la période turbulente qui s'étend de 1781 à 1816 environ, lorsque le premier Orange, un descendant donc de la famille qui a occupé le poste de Stadhouder pendant la période de la République, devient le roi des Pays-Bas. Et beaucoup de gens ne savent pas que la Révolution française, inspirée par la lutte pour l'indépendance des États-Unis, a également eu un précurseur aux Pays-Bas. Et en 1781, la République, endormie, est réveillée par un pamphlet de M. Johan van den Campelle tot den Pol, intitulé Aan het volk van Nederland, au peuple des Pays-Bas. Il y affirme le pouvoir des Oranges, qui étaient donc des stadhouders, et un stadhouder, c'est un peu comme un gouverneur général, est devenu trop grand. 2 factions émergent.
les orangistes et les patriotes. Et les premiers sont pro-orange, les seconds sont contre et prônent la démocratie. Et ce mouvement moderne est vaincu par la répression. Mais la Révolution française crée un nouvel élan. Et les patriotes décident de se joindre aux révoltés français. Et cela a finalement abouti à la République batave. Après que Napoléon devient empereur, il décide en 1806 de nommer son frère roi de Hollande, afin de pouvoir exercer un meilleur contrôle sur ce territoire satellite. Et Napoléon a besoin de deux choses, de l'argent et des soldats. Et son frère doit les lui fournir. Et c'est ainsi que le royaume de Hollande a vu le jour. Et ce royaume est un projet qui devient complètement hors de contrôle. Louis, donc le frère de Napoléon, qui a toujours dû rester dans son ombre, se retrouve soudainement un roi d'un petit pays. Il s'installe d'abord dans le palais Huis ten Bosch, j'ai vécu pendant longtemps, il y a juste à côté, où il vit maintenant le roi actuel. Mais comme sa femme le trouve trop petit, il déménage alors au palais la place du Dam, centre-ville à Amsterdam. L'agenda de Louis-Napoléon est bien clair. Il est le roi, il veut bien moderniser un pays devenu plutôt endormi. Et donc, il modifie la division administrative de son royaume, il divise le pays en départements, et ces départements ressemblent encore beaucoup les provinces que nous connaissons actuellement. Et également, il permet aux catholiques de construire à nouveau des églises, posant ainsi une nouvelle base pour la tolérance religieuse. Également, Louis demande à ses gouverneurs de ne plus parler en français. Le néerlandais doit devenir la langue officielle. Et entre nous, nous comprenons tous qu'il s'agit ici d'une grave erreur. Le français et le néerlandais aujourd'hui atteint un niveau aussi abominable qu'on peut se demander si une restauration ne serait pas nécessaire. Mais il est également responsable, bien sûr, par l'intermédiaire de son frère, de l'introduction du registre civil et du code de Napoléon, qui est toujours la base de notre code civil actuel et qui était jusqu'à la révision en 1983 plus ou moins une traduction. Donc ce sont ce type d'institutions qui constituent vraiment l'épine dorsale d'un État moderne. Mais ce qui me frappe, c'est que le peuple hollandais de Louis-Napoléon lui tenait au cœur. C'est très intéressant. Il a saboté son propre frère qui voulait frapper les Anglais d'un embargo commercial, alors que Louis-Napoléon a permis au commerce de se poursuivre. Et sa popularité auprès du peuple hollandais est illustrée par son implication dans la catastrophe de la poudre à canon. Et c'était à la ville de Leiden, où j'ai fait mes études d'histoire, qu'un navire transportant de poudre à canon a fait route vers La Haye en 1907. Et il y avait près de 20 000 kilos de poudre à canon dans ce bateau. Et elle a explosé au centre-ville, à un endroit qui s'appelle de Steenschrier. Il y avait une détonation qui a été entendue jusqu'à La Haye. Il y a eu plus de 150 décès, plus de 2000 personnes ont été blessées. Et tout un quartier a été détruit. Et maintenant, il y a un parc, on peut encore le voir. Mais plus de 2 ans après, ce site est encore un lieu de mémoire. Je me souviens bien de cet endroit parce que je passais devant presque tous les jours en allant à l'université.
Mais dès que Louis-Napoléon a eu vent de la catastrophe, il a probablement entendu l'explosion. Il est parti pour l'aide. Il s'agit en fait d'une forme de royauté très, très moderne. Il s'est rendu sur place pour exprimer sa sympathie et il a puisé plus de 30 000 florins dans sa fortune privée pour créer un fonds pour des catastrophes. Il a vraiment essayé d'aider les habitants. Et ils ont demandé aux soldats de déblayer les décombres. Et c'était donc des soldats qui étaient en fait destinés pour renforcer l'embargo anglais. Et c'est l'embargo anglais qui a finalement contribué à sa chute, parce que l'empereur Napoléon a trouvé que son frère n'a pas suivi ses ordres, et puis il a décidé d'annexer donc le royaume de Hollande. Peu de temps après, comme on le sait, il y a eu son Waterloo. Et Louis-Napoléon, il est parti en Italie et pour jamais revenir aux Pays-Bas, ou le royaume de Hollande à l'époque. Donc l'héritage de cette époque de seulement 4 ans est considérable en termes d'institutions, bien sûr, mais c'est bien clair, je pense que Louis-Napoléon a également ouvert la voie à la transformation de la République en monarchie. Est-ce qu'on se souvient encore de lui? Difficilement. En ce sens, il est bon, pendant cette année Napoléon, de se souvenir de son jeune frère. Mais bien qu'il soit resté dans l'ombre de l'empereur, c'est bien clair, son règne n'est pas passé inaperçu. Monsieur le professeur Jacques-Olivier Boudon, je ne vous pose qu'une seule question. Napoléon était-il, il y a des fédéralistes dans la salle, était-il un fédéraliste, comme l'entendaient Montesquieu ou Rousseau, ou comme l'entendaient aussi les pères de l'Europe? Monsieur le Président, Monsieur le Ministre plénipotentiaire, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux, très honoré aussi d'être parmi vous ce soir pour évoquer un thème qui en effet peut faire controverse, Napoléon et l'Europe, dans ce lieu dont on a rappelé qu'il a été fondé en 1801 à l'initiative de Bonaparte et à 2 pas de la rue qui porte son nom, le nom du premier consul, ou plus exactement le nom du général de la Révolution, né à Ajaccio le 15 août 1769, mort à Saint-Cloud le 18 Brumaire, pour reprendre la formule célèbre de Larousse qui explique qu'à Paris, il n'y a qu'une rue Bonaparte, mais pas de rue, ni de place, ni d'avenue Napoléon. Petite parenthèse au passage sur les questions commémoratives qui nous ont beaucoup occupés au cours de cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon. Était-il fédéraliste? Naturellement, je ne vais pas vous répondre par oui ou par non, car la conférence serait immédiatement terminée. Je pense que beaucoup d'entre vous seraient relativement déçus d'avoir fait le trajet pour simplement une réponse que j'aurais pu vous adresser par SMS. On va commencer par évoquer les dires de Napoléon. Que nous dit Napoléon sur sa vision de l'Europe? D'abord, il faut rappeler, j'y reviendrai plus loin, que Napoléon n'a pas eu une seule vision de l'Europe, ni un projet qui aurait été construit au moment où il prend le pouvoir et qu'il aurait patiemment cherché à consolider au cours des années suivantes. Napoléon nous dit en 1807, après la victoire qu'il a remportée sur les Prussiens et sur les Russes, et après la paix de Tilsit, donc en juillet 1807, c'est le moment que l'on considère comme l'apogée de la puissance napoléonienne en Europe. Il rentre à Paris en août, il est célébré comme celui qui a restauré la paix, et devant les députés au corps législatif, il parle d'un système fédératif. D'un système fédératif qu'il est heureux d'avoir construit, et il place dans ce système fédératif l'Empire, naturellement, mais aussi les monarchies vassales qu'il a commencé
à établir à travers l'Europe, en particulier le royaume de Hollande, mais il y en a d'autres, le royaume de Westphalie qui vient d'être établi, le royaume d'Italie, etc. Système fédératif, donc cette idée déjà est présente à son esprit. Nous essaierons de voir dans un instant ce qu'il entend par fédération, ce qui n'est pas tout à fait la même conception que celle que peuvent avoir nos contemporains. Et puis, après avoir abdiqué en 1814, être allé faire un tour du côté de l'île d'Elbe, il rentre en France, vous le savez, de façon quasi miraculeuse, en faisant ce vol de l'Aigle de Golfe-Juan jusqu'à Paris, et il demande à Benjamin Constant, qui est un théoricien qui a beaucoup réfléchi à ces questions d'organisation de l'Europe, il demande à Benjamin Constant de rédiger une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qu'il ne veut pas d'ailleurs désigner comme nouvelle. Elle s'appellera Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, pour bien montrer qu'on s'inscrit en 1815 dans la continuité de l'Empire qui a précédé. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, Napoléon Ier considère qu'en quelque sorte, il n'y a pas eu de césure et que c'est le même empire qui continue. Sauf que cet empire s'appuie désormais sur de nouvelles institutions et est précédé par un préambule dans lequel Napoléon justifie la guerre, c'est ce qui lui a été le plus reproché depuis qu'il a quitté le pouvoir, il justifie la guerre comme étant un moyen finalement de parvenir à cette unité européenne à laquelle il aurait aspiré. Donc on voit que dès cette époque, il va plus loin que système fédératif, il parle d'unité. Et puis il y reviendra dans une page célèbre du mémorial de Sainte-Hélène. Vous savez que le mémorial, c'est une série de conversations que Napoléon a eues avec Lascaz à Sainte-Hélène. Lascaz va entremêler les récits de la vie de Napoléon à Sainte-Hélène et la transcription des conversations qu'il a eues avec l'empereur. Et le 16 novembre 1816, ce jour-là, donc, Napoléon explique à Lascaz que son objectif, en faisant la guerre, en dominant l'Europe, c'était en fait de parvenir à l'unité européenne par étapes. Par étapes, et les étapes, c'est intéressant de le voir, les étapes qu'il propose, c'est une agglomération, explique-t-il, des différents peuples européens qui étaient désunis jusqu'alors. Il cite les Italiens, bien sûr, les Allemands, mais aussi les Espagnols. Son objectif aurait donc été, je parle au conditionnel, c'est une reconstruction évidemment partielle de son œuvre après coup. Son objectif aurait donc été d'agglomérer ces différentes nations avant de parvenir à une unité européenne qu'il compare d'ailleurs, les termes sont les suivants, aux amphictyons de la Grèce antique et à la toute jeune démocratie américaine. Cette fédération américaine qui, comme d'ailleurs la fédération hollandaise ou des Provinces-Unies, a fait débat puisque au cours des années 1790, cette fédération, vous avez cité, Monsieur le Président, Montesquieu, qui est également inspiré de l'esprit des lois, cette fédération, je le disais, elle a fait débat entre ceux qui veulent un État centralisé aux États-Unis avec l'imposition des mêmes lois à tous les États, ce sont ceux qui formeront le Parti républicain, et à l'inverse, les démocrates, à l'époque les républicains s'appellent les fédéralistes, les démocrates, républicains démocrates, qui au contraire défendent l'idée de l'autonomie de chaque État membre des États-Unis. Alors pourquoi je vous raconte cela et pourquoi ce détour par les États-Unis? C'est parce que, comme vous le verrez dans un instant aussi, j'essaierai de ne pas me limiter à l'Europe, car l'Europe de ce temps est plus que l'Europe. C'est une Europe mondiale, d'une certaine manière. Mais nous y reviendrons. Avant cela, quelques mots sur la représentation que pouvait se faire Napoléon de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle. N'oublions jamais que Napoléon est corse, qu'il est né dans une Corse qui a vécu sous la domination de Pascal Paoli, c'est-à-dire il a baigné dans son enfance dans cette idée d'une Corse indépendante.
pour laquelle Rousseau avait du reste rédigé une constitution. Qu'est-ce que cela nous dit? Une Corse indépendante, c'est donc une petite nation. Dans une Europe qu'il ne faudrait pas imaginer à la fin du XVIIIe siècle comme un continent couvert d'empires. Certes, il y a des empires, l'empire russe, l'empire allemand, l'empire d'Autriche, mais si vous regardez dans le détail, qu'est-ce que l'on constate? L'Europe du temps est composée d'une, je ne veux pas dire une poussière d'États, mais est composée d'États qui sont finalement très divers les uns des autres. Laissons la Russie de côté. C'est commode quand on parle d'Europe de laisser la Russie de côté, on y reviendra peut-être. L'Allemagne, le Saint-Empire romain germanique, 350 États, dont 270 réunis dans la diète qui se réunit à Ratisbonne. On ne peut pas parler d'unité véritablement, car le Saint-Empire, c'est un lien qui est finalement assez ténu entre ces divers États. Et n'imaginons pas non plus que les Allemands de ces divers États aient une conscience nationale, ni même qu'ils parlent exactement la même langue. Chaque État a son propre dialecte. Passons à l'Italie. L'Italie, c'est une quinzaine d'États, de cités, de républiques, parfois minuscules. On en a encore la trace avec la République de Saint-Marin, mais la République de Lucques, la République de Gênes est un peu plus grande, la République de Venise, ce sont tout de même de petits États qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui se disputent même parfois, et qui n'ont, pour la plupart, en tout cas de leurs habitants, pas de véritable conscience nationale. Elle commencera à émerger au cours de la Révolution française, chez les partisans précisément de la Révolution, ce que l'on appelle les patriotes italiens, qui vont tenter, et la déclaration de Rimini s'inscrit dans le prolongement de ces tentatives des années 1790, qui vont tenter de favoriser l'unité de l'Italie, et qui comptent d'ailleurs beaucoup en 1796 sur un jeune général nommé général en chef de l'armée d'Italie, Bonaparte. Il compte sur lui pour favoriser l'unité de l'Italie. Il n'en fut rien, malgré les belles paroles de Sainte-Hélène. Napoléon a certes commencé à agglomérer les Italiens, mais il n'est jamais allé jusqu'au bout de sa démarche. Alors j'ai donné deux exemples faciles et deux exemples qui formeront plus tard des États unis au XIXe siècle. Si l'on va du côté des Provinces-Unies, et Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé, les années 1780 ont montré les divisions qu'il y avait entre les représentants des différentes provinces, entre les provinces, on pourrait dire, de l'Est du pays et les provinces plus dynamiques de l'Ouest, guerre civile et forte autonomie de chaque province. Alors vous me direz la France, bien sûr, mais même la France, pourtant très centralisée, sans doute un des plus centralisés États de l'époque, est composée de provinces avec chacune des particularités, avec chacune, alors pas nécessairement une langue différente, mais vous savez que le problème de la langue est un problème, enfin c'est même pas un problème, mais la question de la langue se pose, et du reste, les révolutionnaires, en établissant une France avec 90 départements, 83 à l'origine, vont aussi favoriser l'unité linguistique dans le pays. On pourrait dire la même chose de l'Espagne, voire de la Grande-Bretagne, rien de commun entre un Gallois, un Écossais et un Anglais. L'Empire d'Autriche, même chose, c'est une mosaïque de nationalités différentes. Donc, cette idée que finalement l'Europe est une Europe mosaïque est très présente à l'esprit de Napoléon, elle est présente aussi à l'esprit des révolutionnaires et elle explique sans doute la conception que Napoléon va avoir par la suite de réorganisation en simplifiant, en agglomérant. En effet, je reprends le terme qu'il utilise à Sainte-Hélène, nous allons le voir dans un instant. Derrière cette vision de l'Europe du XVIIIe, il y a bien sûr la vision de l'Europe dans son histoire. Napoléon est un passionné d'histoire. Il a beaucoup lu, sa bibliothèque est considérable, il a beaucoup lu et il est particulièrement inspiré par
l'Antiquité romaine, par la République romaine et surtout par l'Empire romain, au sens où cet Empire romain a réussi à dominer l'Europe et au-delà de l'Europe, une grande partie une partie de l'Afrique avec l'Égypte et du Proche-Orient. Ce modèle romain est très présent à l'esprit de Napoléon, et Napoléon se considère comme un successeur, sinon des empereurs romains individuellement, mais de l'Empire romain dans son ensemble. Il admire particulièrement César, auquel il se compare volontiers, pour néanmoins préciser qu'il est supérieur à César. Lui n'a pas été assassiné par un quelconque Brutus, il a réussi à être désigné comme empereur et finalement à dominer l'Europe. L'autre modèle, c'est évidemment le modèle carolingien. L'empire de Charlemagne, s'inscrivant d'ailleurs dans le prolongement de l'empire romain. Après l'empire carolingien viendra le Saint-Empire romain germanique, et d'une certaine manière, l'empire napoléonien prend la suite au terme d'un processus que les juristes du Moyen-Âge désignaient sous le terme de translatio imperii. L'empire se transmet ainsi, on pourrait même remonter à l'empire d'Alexandre, jusque donc à l'empire napoléonien. Un modèle de Charlemagne qui est très présent. On peut rappeler qu'au moment où il se fait proclamer empereur en 1804, Napoléon fait un long voyage en direction de la Rhénanie jusqu'à Aix-la-Chapelle, donc sur les traces et au tombeau de Charlemagne, avant d'ailleurs de rentrer en France par les départements belges. Et puis au sacre lui-même, le 2 décembre 1804, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, il se fait sacrer avec les attributs du sacre de Charlemagne, plus ou moins recomposés depuis, mais l'idée est là, il s'inscrit dans cette succession, et la venue du pape à Paris pour le 2 décembre 1804 s'inscrit dans le prolongement de la tradition qui a fait que le pape avait sacré Charlemagne, mais à Rome, il est vrai, en l'an 800. Tradition donc d'une Europe carolingienne, avec une particularité, c'est que pour Napoléon, comme pour d'ailleurs un grand nombre de ses contemporains, Charlemagne est un souverain français. C'est Charles Ier, dans la succession des rois de France. Or, Charlemagne est tout autant, aux yeux des Européens, un souverain allemand, et d'ailleurs, les empereurs du Saint-Empire romain germanique se considèrent comme des successeurs de Charlemagne. Et il est étrange que Napoléon n'ait pas davantage joué sur cette dichotomie. Alors il le fait pour l'Italie du Nord en désignant son fils comme roi de Rome, mais en revanche il a peu utilisé cette image de Charlemagne en Allemagne, alors qu'il y avait un souvenir qu'il aurait pu contribuer à faire vivre. Europe d'origine romaine, d'origine carolingienne, qu'en est-il de l'Europe chrétienne? Sur ce plan, il faut bien dire que Napoléon s'exprime peu. Il fait peu de références à cette dimension religieuse, sauf dans ses démêlés avec le pape à partir de 1806, lorsqu'il rappelle que le pape tient son pouvoir temporel de Charlemagne, des souverains carolingiens, et que lui, Napoléon, en tant que successeur de Charlemagne, peut tout à fait retirer ce pouvoir temporel au pape, ce qu'il fera en 1809 en annexant les États pontificaux à l'Empire. Mais pour le reste, on ne voit guère de référence chez lui à cette Europe chrétienne, qui est une Europe qu'il a contribué d'une certaine manière à libérer. Vous avez parlé tout à l'heure de la tolérance religieuse, on pourrait même dire de la liberté religieuse qui va s'instaurer à partir de ce moment-là. Mais pour autant, on ne voit guère chez lui de référence donc à cette Europe chrétienne. Reste l'Europe des Lumières. Naturellement, Napoléon a été élevé dans cet environnement culturel
qui accompagne sa formation. Il est un grand lecteur de Rousseau, il a lu d'autres philosophes des Lumières, Voltaire en particulier, il connaît l'encyclopédie, et il est aussi imprégné de ces penseurs, à l'image de l'abbé de Saint-Pierre, qui ont finalement pensé une Europe qui serait une Europe des nations, cette unité européenne favorisant, selon eux, finalement, la paix passant par le rassemblement des différents peuples d'Europe. Cette Europe des Lumières, c'est aussi une Europe qu'on pourrait dire française, au moins sur le plan culturel. Le français est alors la langue des élites. Les communications intellectuelles se font très souvent en français quand il ne s'agit pas des relations diplomatiques. Songez que, par exemple, l'ambassadeur de Russie en France écrit ses rapports à son ministre de tutelle en français. Et la plupart des diplomates agissaient ainsi. Cette francisation de l'Europe va largement contribuer, du reste, à la diffusion des idées de la Révolution française à partir de 1789. Ce n'est pas un hasard. Les élites, une partie des élites européennes, bien sûr, il y a aussi des élites qui sont contre-révolutionnaires, mais une partie des élites européennes vont s'enthousiasmer pour la Révolution française parce qu'elles voient dans la Révolution française, finalement, la réalisation des projets annoncés par le mouvement des Lumières et en particulier l'avènement des libertés. Napoléon s'inscrit pleinement dans cette dimension. Il ne faut pas oublier que pour ses contemporains, Napoléon est un homme de la Révolution. C'est un héritier de la Révolution et même après son couronnement comme empereur des Français, il restera marqué par cet héritage jusqu'en 1814. En 1814, pour les Alliés qui envahissent la France, Napoléon, c'est l'homme de la Révolution, et comme il l'avait envisagé à l'origine, leur projet, c'est de détruire la Révolution, donc de détruire Napoléon. Donc voilà pour ce premier panorama sur la représentation que Napoléon se fait de l'Europe. Alors, a-t-il un projet européen ? J'y arrive, je progresse, j'essaie de progresser. Y a-t-il chez Napoléon un projet européen ? Essayons d'examiner, un petit peu plus dans le détail, la manière dont Napoléon organise l'Europe. Lorsqu'il arrive au pouvoir, en novembre 1799, il hérite d'une situation qui est née de la Révolution française. La Révolution française avait commencé par expliquer qu'elle ne ferait pas de guerre à ses voisins, sauf pour leur apporter la liberté. Et c'est donc au nom de l'exportation des principes de 1789 que les guerres révolutionnaires sont justifiées par la suite. Le principe de 1789, je vous le rappelle, c'est la liberté, c'est l'égalité civile. Ces principes, Bonaparte en hérite et continue à justifier les guerres qu'il conduit par cette volonté d'en finir avec l'Ancien Régime, d'en finir avec la féodalité et finalement d'imposer partout ces principes de 1789. Il hérite aussi d'une autre pratique que les révolutionnaires avaient mis en place. Dans un premier temps, entre 1792 et 1794, les annexions de la France sont justifiées par la théorie des frontières naturelles, mise en avant notamment par Danton, qui fait que la France devrait être enserrée entre les océans et les mers, les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Le Rhin qui devient la frontière naturelle au nord et à l'est et qui permet de justifier l'annexion de ce qui va devenir la Belgique et de la Rhénanie. Mais la France, les armées françaises sont allées au-delà de ces frontières naturelles. En 1795, ces armées, envahi les Provinces-Unies et contribué à la formation de la République batave, première république sœur, comme on les désigne alors,
qui s'inscrit désormais dans le prolongement de la France, puisque cette république sœur est très directement liée à la France. Elle adopte une constitution qui est calquée sur le modèle français de l'an 3. L'année suivante, Bonaparte envahit l'Italie du Nord et va susciter la formation de nouvelles républiques sœurs, dont la plus importante est la République cisalpine autour de Milan. Mais verront le jour aussi une république ligure autour de Gênes, plus tard en 98 une république romaine, une république parthénopéenne qui prend la place du royaume de Naples en 1799, tandis que plus au nord, pour s'assurer le contrôle des cols des Alpes, les Français suscitent une révolution en Suisse qui permet la formation d'une république helvétique. Autant de républiques sœurs dont n'hérite pas directement Bonaparte parce qu'un certain nombre d'entre elles ont été reconquises, je pense à toutes les républiques italiennes sauf la République ligure, mais dont Bonaparte hérite et dont il conserve le modèle à partir de 1800. Il le conserve et il l'étend, puisque en 1800, après la conquête ou la reconquête de l'Italie du Nord, il établit dans cette partie de l'Italie, il rétablit la République cisalpine, qu'il va transformer en 1802 en République italienne. Alors me direz-vous quel est le changement? Le changement principal, et l'on voit comment Napoléon Bonaparte s'impose personnellement dans cette histoire, le changement principal, c'est que la République cisalpine était gouvernée par des Italiens, collégialement d'ailleurs, alors que la République italienne prend modèle sur la République française du consulat, avec en fait un homme fort à sa tête, et cet homme, c'est Bonaparte lui-même, qui se fait désigner comme président de la République italienne. Ce modèle des républiques sœurs, on le retrouve également en Hollande. La République batave continue son existence, tandis que la République helvétique, elle, est quelque peu transformée en confédération helvétique en 1803. Ce modèle des républiques sœurs n'est plus viable, ne peut pas durer, à partir du moment où la France républicaine, même en temps de consulat, se transforme en empire, c'est-à-dire en 1804. Et à partir de là, on voit se transformer progressivement le paysage européen avec, c'est amusant parce que je vous vois regarder au-dessus de ma tête, genre je me demande s'il y a un oiseau qui vole, mais non, apparemment il y a des cartes qui défilent. Avec donc... Ah, l'Europe de 1812, donc c'est pas tout à fait celle dont je parle. Avec l'Empire, la transformation des républiques sœurs en ce que l'on va désigner sous le terme de monarchie vassale. Ces monarchies vassales, elles sont de plus en plus nombreuses et leur création marque finalement l'extension territoriale de l'Europe. Premier exemple, la transformation de la République italienne en un royaume d'Italie, toujours centré autour de Milan, et dont le titulaire n'est autre que Napoléon, qui se fait couronner roi d'Italie en mai 1805 à Milan, et qui délègue sur place, cette fois-ci, un proche, en la personne de son beau-fils, Eugène de Beauharnais, qui devient vice-roi d'Italie. Donc vous voyez comment le glissement s'opère d'une tutelle qui était italienne, enfin d'un gouvernement qui était italien au début de la période, et qui finalement passe entre les mains de dirigeants français, avec Napoléon à Paris, qui garde un œil sur les affaires italiennes, et Eugène de Beauharnais à Milan. Eugène de Beauharnais, qui est ensuite adopté par Napoléon, auquel Napoléon promet la succession du royaume d'Italie, puisque, petit détail au passage, le successeur de Napoléon n'aurait pas pu être à la fois empereur des Français et roi d'Italie, et c'est donc Eugène qui est désigné comme successeur de Napoléon comme roi d'Italie. Les choses s'enchaînent à partir de 1806.
Il s'est passé un événement en 1805, un certain 2 décembre 1805, que vous connaissez tous, la victoire d'Austerlitz par les armées de Napoléon contre les armées austro-russes, qui va conduire à un traité de paix signé avec l'Autriche, le traité de Presbourg, en décembre 1805. Alors, ce traité est très intéressant parce que on peut considérer que c'est un moment de basculement dans la diplomatie napoléonienne. D'abord parce que Napoléon a pris en main les négociations alors que son ministre Talleyrand est sur place et est censé s'en occuper. Mais en réalité, c'est Napoléon qui va imposer ses vues contre l'avis de son ministre, qui lui suggérait d'être conciliant, modéré, de ne pas abattre l'Autriche pour préserver cet équilibre européen cher à de très nombreux diplomates du temps et en particulier à Talleyrand. Napoléon n'en tient pas compte, il va imposer sa loi. Cette loi consiste à aller beaucoup plus loin à l'égard de l'Autriche que ce qui avait été fait par exemple après les campagnes d'Italie de 96-97 et de 1801. C'est à partir de ce moment-là que l'Autriche se retrouve finalement chassée très largement de l'espace germanique en perdant un nombre important de territoires, le plus emblématique étant le Tyrol, attribué à la Bavière. Je ne vais pas rentrer dans le détail des recompositions territoriales, mais c'est un abaissement de l'Autriche qui fait que l'Autriche, à partir de ce moment-là, ne peut envisager décemment d'accepter la tutelle de Napoléon sur l'Europe. Ces transformations vont conduire à une réorganisation de l'Allemagne, dont il faut dire deux mots parce que si on veut comprendre la conception de Napoléon en la matière, il faut revenir un tout petit peu en arrière. En 1803, Napoléon a été le principal promoteur de la recomposition de l'espace germanique, faisant passer, alors c'est pas lui qui décide, mais c'est son projet qui est adopté par la Diète de Ratisbonne, qui adopte ce fameux recet de 1803, recet c'est-à-dire loi d'empire, qui prévoit la réduction du nombre d'États allemands qui passe de 350 à 140. On voit donc déjà tout ce projet d'agglomération se constituer et Napoléon ne perd pas le nord puisque son projet va finalement favoriser des États qui lui sont proches ou qui sont proches plus généralement de la France, les États du sud de l'Allemagne, l'électorat de Bavière, l'électorat de Wurtemberg, l'électorat de Bade, et aussi l'un des ennemis traditionnels de l'Autriche, qui est la Prusse. La Prusse qui, dès cette époque, va mordre sur les territoires occidentaux de l'Allemagne. Donc une réorganisation de l'espace germanique qui se traduit aussi par une mainmise, une influence de Napoléon sur l'Allemagne de manière incontestable. Ça, c'était la première étape. La seconde étape, c'est en 1806, en deux temps, d'une certaine manière, le renforcement des États du sud de l'Allemagne, de ses alliés. L'électorat de Bavière devient royaume de Bavière. Et je peux vous dire, pour l'avoir vécu au cours des bicentenaires successifs, que les Bavarois sont très fiers et ont célébré avec faste le bicentenaire de la transformation de l'électorat en Bavière en 2006. Même chose pour le Wurtemberg, le Bade devenant grand-duché. Ces trois États qui vont devenir les piliers d'une recomposition de l'Allemagne napoléonienne avec un autre élément, c'est la constitution d'un nouveau royaume frère ou d'une monarchie vassale avec la constitution du Grand-Duché de Berg et de Clèves qui est confiée à un personnage dont nous avons déjà cité le nom, Murat, et sa femme Caroline, mais Caroline ne viendra jamais dans ce territoire. Progressivement, donc, la main de Napoléon s'abat sur l'Allemagne et la conséquence inéluctable de cette mainmise sur l'espace allemand, c'est la constitution, et on arrive à la question de la fédération, la constitution d'une confédération
la Confédération du Rhin, qui voit le jour en juillet 1806, qui compte alors 16 États et qui est conçue comme un embryon d'une Allemagne française, incontestablement. Cette confédération, elle inclut les États que j'ai déjà cités et un certain nombre d'autres États de l'Allemagne centrale, et elle a pour vocation, finalement, d'être une pompe à finances, passez-moi l'expression, au profit de Napoléon. Elle doit aussi fournir des troupes, près de 100 000 hommes, pour la Grande Armée. Elle est privée de toute diplomatie. C'est désormais Napoléon qui agit sur le terrain diplomatique au nom de l'ensemble de ces États. En revanche, chaque État de la Confédération conserve son autonomie et conserve son souverain. Il n'y a pas eu de transformation en la matière. Cette Confédération du Rhin, elle va prendre de l'extension et 2 ans plus tard, à l'issue de la guerre contre la Prusse et contre la Russie, en 1807, cette confédération s'étend à près de 39 États. Pratiquement tous les États allemands, à l'exception de la Prusse, intègrent cette confédération qui, d'une certaine manière, est l'ancêtre de la Confédération germanique qui sera formée à l'issue du congrès de Vienne de 1815 et laquelle va vivre jusqu'à l'unité allemande de 1871. Donc on a là l'exemple d'un processus qui conduit finalement à une démarche faite par d'autres, bien sûr, mais qui ira jusqu'à son terme, puisqu'en 1815, on ne rétablit pas le Saint-Empire romain germanique. Les autres transformations qui suivent la paix de Presbourg, c'est évidemment aussi l'annexion du royaume de Naples. Vous avez peut-être à l'esprit cette phrase célèbre de Napoléon depuis Munich, où il est en train de marier Eugène de Beauharnais avec la fille du roi de Bavière, Augusta. La dynastie des Bourbons a cessé de régner à Naples. Il envoie son frère Joseph à la tête d'une armée envahir le royaume de Naples, lequel est transformé en monarchie vassale et confié à son frère Joseph, qui devient en 1806 roi de Naples. Au même moment, et on l'a évoqué tout à l'heure, Napoléon nomme un autre de ses frères, Louis, son frère cadet, à la tête du royaume de Hollande. Ainsi se constitue cette carte des monarchies vassales, à laquelle on pourrait ajouter aussi la principauté de Lucques et de Piombino, qui est confiée à Élisa, sœur de Napoléon. Dans la famille, c'est la seule à être titulaire d'un domaine. Certes, Caroline est associée à Murat, à Bergue et à Clèves, comme elle le sera ensuite à Naples, mais Élisa est la seule, sans doute parce que Napoléon l'a considérée comme la plus intelligente de ses sœurs, à avoir un titre ainsi octroyé. Donc vous le voyez, progressivement, la carte européenne se dessine, cette carte française, faite d'un empire, d'une part, et de ses monarchies vassales. Elle sera complétée en 1807 par la formation d'un nouvel État en Allemagne, pris sur les débris du royaume de Prusse, qui a été complètement disloqué après les défaites, notamment de Iéna, en 1806. Le royaume de Prusse est renvoyé de l'autre côté de l'Elbe, et toutes les possessions prussiennes à l'ouest de l'Elbe vont être réunies dans un nouvel État, le royaume de Westphalie, qui est confié à un autre frère de Napoléon, Jérôme, donc le plus petit, enfin le dernier frère de Napoléon. Dans le même temps, Napoléon va constituer, on y a fait allusion aussi, un duché de Varsovie à partir des débris orientaux de la Prusse. Et puis, un nouvel élément intervient. Un nouvel élément intervient qui nous conduit à nous tourner vers l'Angleterre. Cet élément, c'est la guerre économique que lance Napoléon contre l'Angleterre dès le mois de novembre 1806,
c'est le fameux décret de Berlin par lequel Napoléon décrète le blocus des îles britanniques. Ce qui est une manière de forfanterie parce qu'il n'a pas la flotte suffisante pour bloquer les ports anglais, mais il va dès lors mener une action qui vise à fermer l'ensemble des ports de l'Europe au trafic maritime anglais. Alors c'est relativement facile de le faire dès lors qu'on contrôle soi-même le territoire. D'ailleurs, la France fermait déjà ses ports aux navires anglais avant 1806. Mais désormais, l'objectif est d'aller plus loin et de favoriser donc la fermeture de l'ensemble des frontières européennes. Et c'est à partir de là qu'on observe un changement de stratégie. Je vous disais tout à l'heure que Napoléon n'avait pas un plan bien défini à l'avance. Changement de stratégie qui va conduire à partir de 1806 et surtout 1807 à associer le plus grand nombre d'États européens au blocus continental. La Russie, en signant le traité de Tilsit, s'engage à adhérer au blocus continental et à fermer ses ports aux navires anglais si l'Angleterre refuse la paix qu'on lui proposera par ailleurs. La Prusse est également impliquée dans ce blocus continental. Mais il y a d'autres zones qui sont encore à l'écart, ce qui va conduire Napoléon à une action qu'on pourrait dire pugnace en faveur d'une extension de l'Empire français. La France va annexer les côtes de l'Italie, en particulier la Toscane, et puis surtout Rome, à partir de 1809. Elle va créer en 1809, après une nouvelle guerre contre l'Autriche, ces fameuses provinces illyriennes, sur la côte est-orientale de l'Adriatique, qui visent là aussi à favoriser le contrôle des côtes. C'est dans ce contexte aussi qu'est annexé le Valais, transformé en département français, que sont annexés d'abord les départements hollandais à l'été de 1810, puis tout le nord de l'Allemagne jusqu'à Hambourg, ces fameux départements hanséatiques, là j'imagine que vous devez les voir sur la carte, qui fait désormais de l'Empire français un empire qui s'étend de Hambourg à Rome, avec une forme un peu bizarre, mais qui s'explique par cette volonté de contrôler les côtes. Un contrôle des côtes qui est assez efficace, malgré l'importance de la contrebande, qui a été très, très forte et qui va conduire d'ailleurs les Anglais à s'emparer de certains points très précis. L'île d'Heligoland, par exemple, qui appartenait au Danemark, qui va devenir un des pivots de la contrebande au nord de l'Europe. Au sud, c'est l'île de Vis, par exemple, dans l'Adriatique, qui joue le même rôle. La Sicile également, que contrôlent les Anglais, les Baléares également. Que vont faire les Anglais? Et c'est là qu'il faut introduire la dimension, je dirais, internationale à cette histoire. L'Europe, je l'ai dit, n'a jamais été un continent isolé. Les puissances européennes, en tout cas certaines d'entre elles, depuis le XVIe siècle, ont constitué des empires coloniaux qui sont des empires, pour certains, très étendus. On pense à l'empire espagnol, par exemple. L'Angleterre s'est également lancée dans une politique coloniale qui fait d'elle une des puissances mondiales les plus importantes au début du XIXe siècle, avec notamment ses possessions indiennes, le Canada également, et d'autres territoires, la Jamaïque par exemple. Cette Angleterre qui a une obsession, obtenir la liberté des mers. Cette liberté des mers, elle l'a finalement obtenue en imposant sa suprématie maritime depuis l'époque de la Révolution sur l'ensemble des mers. Et à partir de 1807-1808, j'ai oublié de préciser que dans la politique d'annexion de Napoléon, il y avait bien sûr la volonté d'annexer le Portugal et l'Espagne qui s'inscrivent dans ce droit fil. À partir de 1807-1808, l'Angleterre va d'une certaine manière repenser sa stratégie économique en diversifiant ses relations avec le reste du monde. Elle reste naturellement attachée
aux liens qui la lient avec l'Inde, mais elle va profiter précisément de l'entrée des troupes françaises au Portugal d'abord et en Espagne ensuite, pour nouer des relations avec les colonies portugaises et espagnoles. Alors c'est particulièrement facile pour le Brésil, puisque les Anglais, alliés du Portugal depuis 1703, les Anglais ont aidé le régent Jean du Portugal et la famille royale, ainsi qu'une grande partie de la cour, à quitter Lisbonne vers Rio de Janeiro en décembre 1807, lorsque le général Junot s'est approché de la ville. C'était peut-être même novembre en réalité, mais peu importe. Désormais, le Brésil est une terre ouverte aux produits anglais. Même chose pour les colonies espagnoles d'Amérique. Il faut rappeler que les colonies espagnoles d'Amérique, ça va jusqu'au sud de la Californie, la Floride, le Texas, etc. Donc c'est un espace très vaste qui s'ouvre désormais au commerce anglais. Si l'on songe que l'Angleterre va s'emparer également des colonies de ses adversaires, les colonies françaises, 1809 la Martinique, 1810 la Guadeloupe, qu'elle est en relation avec le nouvel État, le nouvel empire d'Haïti, qu'elle a contribué à forger en 1804, on voit combien finalement cet espace se transforme et combien l'Europe devient d'une certaine manière de moins en moins utile au développement de l'industrie et plus généralement de l'économie anglaise. On pourrait même citer le cas de Java, les Indes néerlandaises. Petite anecdote et petite référence à un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années sur le naufrage de la Méduse. Quel rapport, me direz-vous? Le naufrage de la Méduse se déroule au large de la Mauritanie en 1816. Eh bien, la Méduse, qui est une frégate qui vient d'être inaugurée en 1810, son premier voyage est pour Java. La France, en envahissant la Hollande et en transformant le royaume de Hollande en département français, récupère aussi l'empire colonial hollandais, et notamment, parce qu'il ne reste plus que ça, le Cap a été, et Ceylan sont déjà anglaises, il ne reste plus que Java, et donc la Méduse est envoyée pour récupérer la colonie, et pendant 2 semaines, la colonie de Java sera une colonie française. Bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est cette fameuse Méduse qui coulera ensuite, qui avait procédé à cette récupération. Cette vision mondiale, donc, il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre finalement les intérêts divergents des Anglais et des Français. L'affrontement est bien sûr un affrontement militaire, mais c'est aussi un affrontement de puissance, un affrontement économique. Je ne peux pas, en cette année où il en a été beaucoup question, ne pas aborder précisément la question de l'esclavage. En 1808, l'Angleterre décide de supprimer, de faire disparaître la traite. La traite qui avait été très développée au cours du XVIIIe siècle, c'est la grande période du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Cette traite, donc, les Anglais veulent la supprimer. Ils suppriment la traite, mais ils ne suppriment pas l'esclavage. Ce qui veut dire qu'ils envisagent de continuer à faire travailler des esclaves sur les plantations, notamment des Caraïbes, les esclaves se reproduisant, en quelque sorte, sur place. Naturellement, ils sont alors les maîtres du monde et ne sont quasiment plus que les seuls à pratiquer la traite, ce qui facilite, d'une certaine manière, cette décision. Décision qui ne peut être prise que si l'ensemble, ensuite, des pays adhèrent à ce projet. Ce sera d'ailleurs l'un des objectifs des Anglais au Congrès de Vienne, que de faire adhérer l'ensemble des pays à cette idée de supprimer la traite. La traite, la France en a repris l'usage à partir du moment où Napoléon a décidé de faire voter une loi, le 20 mai 1802, rétablissant l'esclavage dans les colonies où l'esclavage n'avait pas été supprimé. C'est-à-dire pour les colonies françaises, la Martinique essentiellement,
c'est la plus importante. Les Mascareignes, donc l'île Maurice, l'Île-de-France et la Réunion. Et puis les comptoirs du Sénégal, Saint-Louis et l'île de Gorée. Ailleurs, la Guyane, Saint-Domingue et la Guadeloupe, l'esclavage avait été supprimé. Il est rétabli de fait par des arrêtés pris sur place par les commandants militaires qui ont été envoyés pour reprendre la main sur ces colonies. Le rétablissement de l'esclavage qui s'est fait dans des conditions très violentes, évidemment à Saint-Domingue, où l'insurrection va conduire à la capitulation de l'armée, mais aussi à la Guadeloupe. Le rétablissement de l'esclavage conduit aussi au rétablissement de la traite, mais une traite qui finalement, pour les ports français, ne va pas durer très longtemps, puisque dès 1803, la reprise de la guerre avec l'Angleterre conduit au blocus des principaux ports français, Bordeaux, Nantes notamment, et on le voit très bien, il y a une chute très rapide du nombre de navires négriers qui partent de ces ports en direction de l'Afrique puis des Antilles. Alors comment fonctionne l'Empire? Comment fonctionne cette Europe napoléonienne et quelles ont été les résistances qui ont pu lui être opposées? Pour comprendre le système fédératif, en reprenant le terme de Napoléon, il faut bien se dire que c'est un système très centralisé, en réalité, ou plus exactement, si l'on prend le cas de l'Empire lui-même. Il faut distinguer l'Empire à partir de 1811 des 130 départements, des États satellites. Néanmoins, il y a une forme de centralisation qui s'impose quand on observe ce système. Ce système, il repose sur ce que l'on pourrait appeler, à l'image de la Pax Romana de l'Antiquité romaine, une Pax Franca, c'est-à-dire une paix par les armes. Les pays qui ont été conquis, qui ont été soumis, sont des pays véritablement vassalisés, qu'ils aient été intégrés à l'Empire ou qu'ils soient restés officiellement autonomes aux marges de l'Empire. Pacification par les armes, cela signifie que dans la plupart des cas, des armées françaises demeurent dans les États en question. Naturellement, il y a une armée française dans l'Empire même, mais vous avez une armée française, enfin des soldats français dans le royaume d'Italie, dans le royaume de Westphalie, etc. Donc il y a une présence militaire française importante. L'armée française, c'est à l'époque, au début, en 1812, c'est plus d'1 million d'hommes. On évoque toujours les 600 000, c'est 1 200 000 hommes, mais la moitié va partir en Russie, mais il reste une autre moitié pour tenir l'Europe. Donc une Europe qui est une Europe sous domination militaire à partir de ce moment-là. Donc le système fédératif, c'est un système fédératif contraignant, d'une certaine manière. Les États vassaux doivent d'ailleurs fournir des troupes à l'Europe, à la France. Elles doivent aussi fournir des subsides. Il y a une pression financière sur les différents États européens à ce moment-là. Il ne faudrait pas non plus oublier la pression qui passe par la spoliation des œuvres d'art, voire la centralisation des archives européennes à Paris, avec naturellement l'idée que de Paris, on va devoir gouverner l'ensemble de l'Europe et qu'il faut pour cela avoir la documentation nécessaire pour y parvenir. En un certain sens, donc, c'est une soumission de la plupart de ces États. Et pourtant, on constate que les résistances ont été modérées, relativement, si l'on regarde l'ensemble de l'Europe. Bien sûr, il y a la résistance des Portugais,
dont on oublie de dire que ce sont les premiers à s'être finalement insurgés contre la présence militaire française dès le début de l'année 1808. Il y a la résistance espagnole, à partir de mai 1808, contre la déposition du roi d'Espagne et son remplacement par Joseph, et une résistance espagnole qui va perdurer jusqu'à la fin de la période, jusqu'en 1813. Il y a eu une résistance sporadique en Italie, un certain nombre de foyers, alors le plus connu est la Calabre, mais dans d'autres régions, une résistance s'opère qui est d'ailleurs matinée de brigandage, le plus souvent, et qui est matée par, non pas toujours l'armée, mais plutôt la gendarmerie. Il y a la résistance au Tyrol de 1809, mais elle est de courte durée. Et si l'on regarde finalement l'ensemble des territoires occupés, on perçoit que s'il y a de la grogne ici ou là, on l'aperçoit en Hollande, on l'aperçoit en Allemagne du Nord et autres, il n'y a finalement pas eu de soulèvement majeur contre la présence française, malgré la ponction militaire, malgré la ponction financière, malgré aussi la présence de ces Français qui imposent d'une certaine manière leurs lois. Alors pourquoi ? Sans doute parce que sur le plan idéologique, le projet de Napoléon d'exporter les idées de la Révolution a payé. Non pas tant auprès du peuple, des paysans, encore que, lorsque le servage disparaît dans certaines régions d'Allemagne notamment, c'est un produit direct de l'imposition de l'égalité civile et de la fin de la féodalité dans tous les territoires qui ont été conquis. Lorsque la liberté religieuse est imposée partout, par ces mêmes armées françaises, qui au passage du reste vont aussi pratiquer ce qu'elles ont pratiqué en France pendant la Révolution, c'est-à-dire des réquisitions de biens d'église, surtout quand il s'agit de biens de congrégation religieuse. Mais quel est le résultat de la liberté religieuse partout en Europe, en tout cas dans cette Europe française? C'est la possibilité aux minorités religieuses, vous évoquiez tout à l'heure les catholiques en Hollande, on pourrait parler dans les différents États allemands des protestants minoritaires en Bavière par exemple, ou des catholiques dans le royaume de Westphalie, tous ont les mêmes droits d'accès à toutes les fonctions. Sans parler des juifs, qui obtiennent des statuts variables, il faut le dire, selon les pays, mais qui les font sortir du ghetto et leur permettent d'accéder, là aussi, aux principales fonctions dans leur pays. À une exception près, le duché de Varsovie, qui a conservé un droit spécifique pour les juifs de ce pays. Donc, des principes qui s'imposent. Le principe constitutionnel, l'objectif de Napoléon a été de favoriser dans tous les pays européens, sous sa domination, de favoriser l'adoption de constitutions calquées sur le modèle français. Alors, ne me faites pas dire que son projet est d'instaurer des États démocratiques. Il n'en est rien. Mais le seul fait d'envisager, par exemple, la création d'assemblées, c'est-à-dire d'affirmer le principe selon lequel le pouvoir ne vient pas de Dieu, mais vient du peuple, vient de la nation, est déjà un principe fondamental, même si dans les faits, les assemblées qui ont pu être créées en Westphalie, en Bavière, dans le royaume d'Italie, n'ont guère eu de pouvoir. Elles ont néanmoins, auprès d'une partie des élites locales qui collaborent à ce projet français, italiens à Milan, il n'y a que des Italiens, à part Eugène, il n'y a que des Italiens qui gouvernent à Milan, allemands en Westphalie, je prends là les monarchies vassales, hollandais en Hollande. Toutes ces élites, finalement, vont contribuer à favoriser une relative harmonie dans les relations entre la puissance occupante et les États occupés. États occupés et États associés d'une certaine manière à ce nouvel ordre qui se dessine.
Napoléon songe à des constitutions sur le même modèle. Naturellement, ça ne sera pas adopté partout. Il a surtout fait du Code civil l'élément clé de son unification de l'Europe, en imposant partout où il le pouvait, c'est-à-dire bien sûr dans l'Empire, ce qui inclut la Hollande, une partie de l'Allemagne du Nord, l'Italie, j'y reviens, mais aussi dans les monarchies vassales, le royaume de Naples, non sans mal, le royaume d'Espagne, bon, avec les difficultés que vous imaginez du fait de l'incapacité de Joseph à régir son royaume, le royaume de Westphalie, le duché de Varsovie, partout le code civil s'impose, et c'est précisément à travers le code civil que s'impose aussi l'égalité civile et un certain nombre de droits identiques pour tous. Ce code civil, on pourrait aussi le décliner en d'autres mesures, précisément l'imposition de l'unité des poids et mesures, qui peut paraître aujourd'hui assez étonnant, mais à l'époque, chaque pays, j'allais dire même chaque province, a sa propre manière de compter. L'unité monétaire, naturellement, il n'y a pas de monnaie unique, mais il y a une volonté imposée par la France d'avoir des monnaies qui soient convertibles. Le Franken en Allemagne, enfin en Westphalie, la lire créée à cette époque, avec la même valeur que le franc. Napoléon dira à Sainte-Hélène que son objectif était de créer une monnaie unique avec une face commune et une face qui serait identifiée pays par pays. Ça vous rappelle sans doute quelque chose, l'euro, bien entendu, d'aujourd'hui. Alors, ces projets, naturellement, sont loin de tous avoir vu le jour, en tout cas d'avoir été étendus à l'ensemble de l'espace européen, mais il y a des prémices dans... je ne sais pas s'il y a eu une chute... chute de l'euro, oui. Il y a eu les prémices donc de cette forme d'organisation à travers l'Europe. Il faut néanmoins terminer et conclure en expliquant en quelques mots pourquoi finalement ce projet échoue. Il échoue essentiellement parce que, comme je le disais à l'instant, ce système fédératif est essentiellement construit sur la dimension militaire. Une armée de plus en plus puissante, 1 200 000 hommes en 1812, de plus en plus coûteuse, qui nécessite toujours plus de conquêtes, pas simplement pour nourrir la soif de conquête de Napoléon, mais aussi parce que la guerre nourrit la guerre et que de nouvelles conquêtes, c'est une manière de financer la campagne suivante. C'est une manière aussi de récompenser les élites de l'armée, les officiers supérieurs, à commencer par les maréchaux, qui touchent chaque année des revenus sur des domaines qui leur ont été attribués dans différentes régions d'Europe, notamment l'Allemagne du Nord, des domaines qui appartenaient en général aux princes qui ont été dépossédés et qui vont faire la fortune de ces maréchaux. Le maréchal Berthier, c'est, en tout cas ses héritiers, une des plus grosses fortunes de France au XIXe siècle. Elle est partiellement due à ces revenus touchés grâce à ces subsides. La soif de conquête, donc, qui va conduire Napoléon dans cette fameuse campagne de Russie, qui scellera en quelque sorte son destin, non pas parce qu'il envisage de conquérir la Russie, mais parce qu'il veut favoriser la recréation d'un grand royaume de Pologne en récupérant les territoires polonais que la Russie a annexés à la fin du XVIIIe siècle. Puis les événements vont s'enchaîner, se succéder, avec une dimension qui est une dimension aussi psychologique qu'il faut prendre en compte, à savoir qu'à partir de 1812, Napoléon n'effraie plus ses adversaires, ceux-ci savent qu'il peut être vaincu, et quand en plus, à partir de l'été 1813, ils s'unissent tous contre Napoléon, Russie,
Prusse, Angleterre, Autriche, on pourrait même y ajouter la Suède. Dès lors, le rapport de force est très en leur faveur et ils peuvent envisager une victoire. À cet égard, la victoire de Leipzig est une victoire très significative, une victoire quasiment décisive, puisqu'elle ouvre la porte de la voie vers la France aux armées coalisées. Leipzig, bataille des nations. Là aussi, il faut peut-être déconstruire un mythe. Certes, à Leipzig, les Saxons ont retourné leurs armes contre les troupes françaises, alors que le roi de Saxe est resté fidèle à Napoléon jusqu'au bout. Certes, à Leipzig, il y a des Bavarois qui avaient quitté le giron français quelques jours plus tôt, ainsi que des Wurtembourgeois. Mais l'idée que Leipzig aurait été l'élément fondateur d'une nation allemande qui émergerait 50 ans plus tard, c'est une reconstruction largement due à un certain Bismarck qui va favoriser la construction d'un monument mémoriel à Leipzig dans le cadre finalement du rapprochement entre la Saxe et la Prusse qui prélude à la formation de la Confédération de l'Allemagne du Nord et à la formation de l'Empire allemand. Donc, je déconstruis au passage ce mythe de Leipzig, même si sur le plan militaire, la victoire des Alliés a été importante. Elle conduit à la campagne de France, à la défaite, plus exactement à l'abdication de Napoléon, à la réunion d'un congrès à Vienne, que le retour de Napoléon au moment des 100 jours ne parviendra pas à remettre en cause, et à partir de 1815, à cette réorganisation de l'Europe, je ne vais pas ici m'y attarder, qui ne se fait pas seulement sur le principe de restauration, comme on le lit parfois, mais qui va juxtaposer deux doctrines, l'attribution de nouveaux territoires à l'ensemble des États vainqueurs, et en effet ce principe de restauration pour les monarchies qui ont comme l'Espagne ou le Portugal, qui ont été donc vainqueurs également au cours de cette coalition. Le bilan que l'on peut tirer de cette histoire, d'une certaine manière, le projet européen de Napoléon, il est davantage un projet reconstruit après coup, après 1815. Napoléon, du reste, apparaît, après sa chute, comme celui qui a opprimé l'Europe davantage que comme celui qui l'a construite. On fait alors le bilan en matière de coûts humains, probablement 2 millions de morts européens au cours des guerres napoléoniennes. On fait le bilan financier qui est considérable. On peut même faire le bilan côté français d'un empire qui aura conduit, malgré le vœu de Napoléon de ne pas rendre la France plus petite qu'elle n'était quand il a pris le pouvoir, qui aura conduit à la diminution du territoire français, au paiement d'une indemnité aux Alliés de 700 millions de francs, et probablement aussi qui aura conduit à un décrochage de la France par rapport à la grande puissance montante de l'époque, dont on a vu qu'elle avait mondialisé son économie, l'Angleterre, qui s'affirme, alors que ce n'était pas le cas à la fin du XVIIIe siècle, comme désormais la première puissance mondiale. L'Angleterre, la Russie, dont je n'ai guère parlé, sauf pour y faire rentrer quelques troupes, ces deux pays qui, et ce n'est pas un hasard, ne font pas partie du projet qu'un contemporain de Napoléon, le comte de Saint-Simon, va publier en octobre 1814, précisément dans cet entre-deux, entre la première et la deuxième abdication de Napoléon. Signe que, malgré tout, l'idée d'unité européenne pour favoriser la paix, et le contexte, c'est l'ouverture du Congrès de Vienne, est bien là, l'idée d'unité européenne, de fédération européenne plus exactement, se développe dans une époque où précisément 20 années ou 25 années de guerre se sont succédées et où les Européens aspirent incontestablement à la paix. L'unité européenne n'est pas pour l'immédiat,
Mais les projets lancés depuis le XVIIIe siècle, de l'abbé de Saint-Pierre à Kant, jusque donc en 1814, mais ce n'est que 15 ans après Kant, ces projets finalement finiront sans doute par mûrir, mais il faudra encore quelques décennies. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le professeur. Je suppose qu'après votre exposé très éclairant, plusieurs personnes dans la salle ont des questions à poser. C'est le moment. Merci pour votre excellent exposé très détaillé et très intéressant. Je voulais juste revenir sur un détail. Vous avez indiqué à la fin que Napoléon apparaissait plutôt comme un oppresseur et qui avait échoué dans ses conquêtes finalement. Mais quand on regarde l'histoire de l'Europe, notamment jusqu'à 1945, est-ce que la tentative d'unifier l'Europe sur des principes corrects qui pouvaient rassembler une majorité d'Européens n'en valait pas le coup? Parce que finalement, après, on a eu quand même 2 guerres mondiales et on n'en est peut-être pas encore tout à fait sorti de ce problème européen. Alors là, vous me relancez sur finalement un nouvel exposé où je ferai la démonstration inverse de ce que je viens de dire. Construire l'Europe, à mon sens, ne peut pas se faire par les armes. Si on part de ce principe, d'ailleurs, l'Europe telle qu'on la connaît s'est construite après la guerre, sur l'idée de paix. Juste un mot, vous avez des empires qui sont construits avec les armes, comme la Chine par exemple, donc ça peut arriver. Oui. Évidemment, là en l'occurrence aujourd'hui, il n'en est plus question. Si vous voulez, la Chine n'est pas véritablement mon modèle préféré, mais oui, bien sûr, il y a des empires. Les empires que j'ai décrits, l'empire carolingien, l'empire romain, se sont construits sur les armes, avec les armes bien entendu. Est-ce qu'à terme, ce type de construction est viable avec les principes que l'on évoquait tout à l'heure, notamment le principe de liberté? On voit très bien que dans l'Empire, je n'ai pas développé ce point, mais là je vais m'y attarder 2 minutes, dans l'Empire napoléonien au sens large, les libertés politiques ne sont pas respectées. Ni la liberté de la presse, ni la liberté de réunion, ni la liberté d'association, par exemple. En revanche, il est certain qu'un certain nombre de libertés, en particulier la liberté individuelle d'un certain point de vue, la liberté, là aussi, relative de circulation, existe. Mais on voit bien que imposer un ordre de ce type, c'est-à-dire un ordre autoritaire, ne peut pas forcément séduire l'ensemble des peuples, et ce n'est pas forcément un projet qui aurait pu conduire à une unité européenne. Les principes, oui, mais si c'est des principes qu'on impose par les armes, je reste sceptique. Oui, j'aurais une question assez simple, c'est comment vous expliquez que finalement Napoléon ait échoué dans ce projet européen? Est-ce que c'était un problème de moyens? Par exemple, cet embargo de l'Angleterre, il n'avait manifestement pas les moyens de le soutenir compte tenu de ses forces. Et au final, quels sont les autres facteurs qui, selon vous, ont abouti à cet échec de ce projet européen? Alors, comme je le disais, il n'y a pas un projet complètement défini et il n'y a pas un projet qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des idées. Napoléon est un grand pragmatique et il n'a pas forcément cherché à imposer à tous le même modèle, parce qu'il sait aussi qu'il y a, et ça c'est une particularité chez lui, il sait qu'il y a des traditions. Je prends un exemple, il finit par accepter que dans le code civil napolitain, on n'autorise pas le divorce. Et pourtant, les conditions pour divorcer dans le code civil de 1804, elles sont assez draconiennes. Hein. Donc, mais il y a quand même cette idée que tous les peuples ne pourront pas finalement adhérer à un projet commun. Et donc ça le conduit à ne pas imposer partout,
Parce qu'on aurait pu imaginer, à l'image de l'Empire romain, un empire constitué de provinces qui auraient à peu près toutes le même statut. Or, ce n'est pas le choix qu'il fait, même s'il élargit l'empire, comme je l'ai expliqué. D'ailleurs, quand il élargit l'empire, il n'impose pas le français comme langue unique. Le français est la langue de l'administration, mais il y a un bilinguisme qui doit favoriser les échanges entre les populations et les gouvernants. Donc, alors, bien sûr, la question des moyens est essentielle, encore que, finalement, les États s'autogèrent. Les monarchies vassales, une fois qu'elles ont payé les subsides à la France, elles vivent sur leurs revenus, à ces États de prélever l'impôt, de faire un budget, etc. Donc ça, finalement, les moyens, ils sont sur place, d'un certain point de vue. Simplement, il n'y a pas eu, sauf pour le Code civil, il n'y a pas eu cette idée de faire partout la même chose. Mais alors, est-ce que l'empire napoléonien, tel qu'il est décrit sur la carte là, en 1812, était tenable si Napoléon s'était frotté ni à la Russie ni à l'Angleterre? Alors, vous me faites faire de l'histoire-fiction, ce que je n'aime pas trop, mais bon, ça ne sortira pas d'ici. Si l'on voit ce qui s'est passé précédemment, pratiquement jusqu'en 1810, une campagne par an. C'est-à-dire que jusqu'en 1810, la plupart des pays, même vaincus, reprennent les armes, à l'image de l'Autriche, qui n'en a jamais assez, battue en 97, en 1801, en 1805, elle repart quand même en campagne en 1809. 4 interventions. Donc on peut imaginer que, une fois renforcée, la Prusse, par exemple, a opéré un effort de régénération à partir de 1807, qui porte ses fruits en 1813. Il est fort probable que la Prusse, alliée de l'Autriche, aurait sans doute cherché à secouer le joug napoléonien, à sortir du blocus continental, où ces deux pays avaient été engagés. Donc, on peut imaginer que les armées françaises aient continué à vaincre indéfiniment, mais je n'en suis pas certain. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai republié il y a quelques temps un roman fiction qui se passe en 1856. Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur. Et en 1856, Napoléon est toujours en vie et il vient assister au mariage, non pas au mariage, au couronnement de son fils, au mariage de son fils qui se marie avec la fille du roi d'Angleterre, parce qu'on n'imagine pas qu'il y aura une reine à ce moment-là. Donc c'est assez amusant parce que pour les contemporains, c'est un roman qui a été publié en 1811 au moment de la naissance du roi de Rome, donc on le projette 50 ans plus tard. À ce moment-là, on peut envisager en effet que les armées françaises continuent à être victorieuses à travers l'Europe, et même à vaincre l'Angleterre. Attendez, je ne vous entends pas très bien. Je vais vous passer d'accord, tu l'as. Oui, bonsoir. Donc, je voulais juste savoir comment Napoléon arrive à financer les différentes guerres durant tant d'années au sein de l'Europe. Merci. Alors, les guerres sont financées, comme je le disais, par la guerre. À partir de 1810, alors il y a d'abord une caisse spéciale qui va prendre le nom, à partir de 1810, de domaine extraordinaire. C'est-à-dire qu'à côté du budget de la France, qui contient d'ailleurs un volet, le ministère de la guerre est celui qui est le plus, qui ponctionne le plus d'argent dans ce budget, mais il y a en plus un autre budget, donc le domaine extraordinaire, qui est alimenté essentiellement par les subsides qui viennent des pays étrangers, donc qui doivent verser des tributs, en quelque sorte, à la France. Et c'est ce qui permet de nourrir la guerre. Et d'ailleurs, et je réponds à une autre question, à la fin de la période, ces subsides ne rentrent plus, puisque les pays ont été reconquis par les Russes, les Prussiens, d'autres ont fait défection, comme les départements hollandais, hanséatiques, etc. Donc ils ne versent plus rien. Et à partir de ce moment-là, le budget du domaine extraordinaire disparaît et le budget français
est complètement en déficit. C'est d'ailleurs ce qui explique que Napoléon ait dû faire appel à de nouveaux impôts, en particulier des impôts indirects, les fameux octrois, qui vont le rendre très impopulaire auprès d'une partie de la population. Donc, je réponds aussi à cette question, c'est-à-dire qu'à la fin de l'Empire, on finance la guerre en augmentant les impôts et en faisant des dettes. Ce qui fait qu'en 1815, Napoléon a financé son retour essentiellement à crédit, laissant une ardoise à Louis XVIII très importante, et les 100 jours ont de ce point de vue-là coûté très cher à la France. J'ai une question. Vous parliez de fiction tout à l'heure. Au sommet de sa puissance, s'il y avait eu des élections libres en Europe, est-ce que vous croyez qu'il aurait été élu? Alors, au niveau européen, ça n'est pas exclu, parce que quand on réfléchit à l'échelle française, j'ai beaucoup entendu certains de mes collègues expliquer qu'il n'y avait pas de liberté politique, pas de liberté de vote. C'est vrai, mais il y a des élections, et en particulier ces fameux plébiscites, au moins jusqu'en 1804. Et ces plébiscites, il faut quand même les regarder avec attention. On peut voter non, très peu le font, mais on peut surtout s'abstenir. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que finalement, il y a un Français sur deux qui se déplace, qui va signer un registre, ce qui ne va pas de soi, parce que quand vous ne savez pas lire et écrire, c'est un peu compliqué, qui va signer un registre pour dire qu'il est favorable, par exemple, au passage à l'Empire. Alors, moi, ça me laisse penser que, d'une certaine manière, la population française n'était pas hostile, au contraire, à Napoléon. 50% de participation dans les élections aujourd'hui, on voit parfois moins. Donc il a une certaine popularité, il a d'ailleurs tout fait pour, puisqu'il ne cesse de développer un culte à sa personne, ça c'est indéniable, mais ça fonctionne, et ça fonctionne y compris auprès de populations à grande majorité paysannes qui n'hésitent pas donc à approuver ce choix. Alors au niveau européen, probablement que cela aurait été plus difficile, mais ce n'est pas exclu. Surtout s'il avait eu de bons relais dans les différents États en question. Est-ce que les guerres napoléoniennes n'ont pas contribué à développer le sentiment national dans les pays conquis? Alors ça c'est une question qui a longtemps était considérée comme acquise. C'est-à-dire, on estimait que finalement, le soulèvement des populations en Allemagne, en Espagne, en Russie avait contribué à forger un sentiment national. Si on prend le cas de l'Allemagne, les historiens allemands reviennent sur cette dimension. Bien sûr, il y a eu un mouvement qui est un mouvement général, assez général, mais qui n'est pas porté par les mêmes intentions, d'une certaine manière, et pas forcément porté par l'idée de se réunir ensemble dès cette époque. Il y a de très, très grandes différences, par exemple, entre un Rhénan qu'on intègre à la Prusse et un Prussien. Et les Rhénans, comme les Bavarois, n'auront de cesse dans les années suivantes que d'obtenir le maximum de liberté. Ils veulent des libertés politiques, etc. Donc c'est ça d'abord qui les préoccupe, plutôt qu'une unité allemande, bon, qui va bien sûr ensuite parvenir, mais dans les tout premiers moments, ce n'est pas vraiment la question qui se pose. La question se pose différemment pour l'Espagne. Pour l'Espagne, où en effet la solidarité des Espagnols a sans doute contribué à cette formation d'une nation espagnole. Mais je vais nuancer tout de suite. C'est-à-dire que l'Espagne du XIXe siècle est perpétuellement en guerre civile. Donc c'est une nation qui a tout de même du mal à s'entendre. Et de ce point de vue-là, oui. L'exemple italien est sans doute le plus pertinent parce que en Italie, d'abord, il y avait eu ces intentions qui avaient prévalu dans les rangs des patriotes italiens, donc à gauche,
Et puis, il y avait déjà eu cet embryon d'unité italienne, puisqu'en 1814, l'Italie forme 3 blocs. Le Royaume d'Italie, la partie intégrée à l'Empire et le Royaume de Naples. Et puis, il y a eu aussi ces intentions de Murat, qui ne datent d'ailleurs pas de 1815, mais déjà en 1814, il les avait exprimées. Il a le soutien à ce moment-là d'un mouvement qui va se développer, la charbonnerie, qui est favorable à l'unité italienne et qui d'ailleurs, dès les lendemains de la chute de Napoléon, va s'exprimer, puisque au début des années 20, il y a une insurrection qui est conduite par la charbonnerie à Naples. Donc là, on a un mouvement d'unité qui part du sud de l'Italie. C'est l'inverse de ce qui se produira quelques années plus tard avec le Piémont. Alors, moi, je fais pas d'informatique, je ne suis pas binaire. Donc je ne peux pas répondre. Le bilan, il est forcément nuancé et tout dépend quel point de vue on adopte. J'ai essayé de vous expliquer qu'il y avait du côté négatif un certain nombre d'éléments. Il y a aussi des acquis du côté positif. Je crois que finalement, c'est le résultat des années de la Révolution et de l'Empire à travers l'Europe. Il n'y a pas un retour en arrière en 1815. Le plus bel exemple, c'est la France. Le roi revient avec l'idée que, en gros, on va restaurer l'Ancien Régime. Et c'est impossible. Et il adopte une constitution. Et ce principe constitutionnel, ça peut paraître peu important, mais finalement, va s'instiller dans tous les esprits et va progressivement faire que l'Europe du XIXe siècle est une Europe qui adopte des régimes communs, fondés sur des constitutions de plus en plus libérales, prémisse finalement à l'instauration du suffrage universel masculin dans la plupart des pays entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et cela, c'est un acquis incontestable à la fois des années de la Révolution et de l'Empire. Il y a aussi d'autres modèles, le modèle anglais aussi, mais il y a des concurrences de modèles qui ont contribué à cette évolution. Je vais vous dire, je vous entends bien, mais la première monarchie constitutionnelle, c'est quand même la monarchie anglaise. Tout à fait. Tout à fait. La monarchie anglaise, c'est pour cette raison que je disais qu'il y a concurrence de modèles, puisque les Espagnols adoptent à Cadix en 1812, dans la résistance à Napoléon, une constitution libérale qui est calquée, qui s'appuie sur le modèle anglais, et les Siciliens, à peu près au même moment, font pareil. Simplement, ces constitutions, les souverains, quand ils reviennent au pouvoir, les balayent d'un revers de manche. Mais il y a en effet des projets concurrents. Et puis il y a aussi le modèle américain en arrière-plan, qui reste aussi un modèle qui a pu inspirer tel ou tel dans les réflexions sur la réorganisation politique de l'Europe. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous avons tous ou appris des choses, ou vous nous avez aidé à nous remémorer quelques cours d'histoire, et nous vous en remercions infiniment. Donc, je vous invite tous à prendre un petit remontant avant de rentrer chez vous. Et merci d'être venus pour ce premier rendez-vous post-Covid, puisque c'est la première fois que nous nous retrouvons tous ici en présentiel depuis 2 ans. Merci.